Voilà, donc pour commencer, je tenais à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler de ce sujet très intéressant. En plus, ça tombe bien, on vient de parler de presbyacousie, on vient de parler de MGUS, donc on reste sur les sujets gériatriques. Alors, attendez. Donc déjà, bon, j'ai pas de conflit d'intérêt, hormis avec mon modérateur qui est mon chef, puisque je suis son chef de clinique. Et voilà, donc on a décidé de vous parler des amyloses AA. Alors justement, les amyloses AA, avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais est-ce qu'il y a des néphrologues dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, très bien. Des internistes? D'accord. Bon, bah, pour les autres, merci d'être venus. Ça me fait très plaisir de vous connaître. Donc l'amylose AA, c'est une complication rare, mais grave, donc d'état inflammatoire chronique, généralement secondaire à des infections, à des maladies inflammatoires, cancer, hémopathie, et de plus en plus des étiologies indéterminées. Elle est due donc à des dépôts de la protéine AA, qui est issue de la protéine SA, qui est une protéine de l'inflammation qui est donc stimulée par les cytokines pro-inflammatoires, et qui a à peu près la même cinétique que la CRP. Le dépôt se fait principalement au niveau rénal, où il y a vraiment une atteinte fonctionnelle, mais également au niveau du tube digestif, et également d'autres organes qui sont atteints, comme le foie, la rate et la thyroïde. Concernant l'épidémiologie en fait, de l'amylose AA, et notamment de l'amylose AA chez les personnes âgées, il y a très peu de données déjà en France et sur la littérature internationale, avec des cohortes d'une centaine de patients. L'incidence, elle est estimée à peu près à 1 voire 2 cas par million de personnes par an, et le diagnostic se fait après de longues années d'évolution d'une maladie inflammatoire. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur la cohorte britannique de Lyme, qui a été parue en 2017 dans la revue Amyloïd, c'est de voir un recul de l'âge du diagnostic. Il y a 25 ans, les patients étaient diagnostiqués à peu près à l'âge de 46 ans, et actuellement, sur la cohorte britannique, on a des patients qui avaient 56 ans. Donc il y a un vieillissement de cette population des amyloses AA. Les auteurs expliquent cette donnée par une meilleure prise en charge des maladies chroniques, et notamment des maladies inflammatoires, avec l'arrivée des biothérapies. Alors nous, on a décidé de faire AMI-HOLD. AMI-HOLD, pourquoi est-ce que c'est super intéressant? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vous sensibilise sur les personnes âgées? Parce que, comme je viens de vous le dire, on aura de plus en plus de personnes âgées avec une amylose AA. Pourquoi? Parce que le délai entre les débuts de la maladie inflammatoire et le diagnostic de l'amylose s'accroît. Dans la population générale, de plus, on a de plus en plus de patients de plus de 70 ans, et également parce qu'il y a un manque de données avec aucune série actuellement qui a été publiée sur les amyloses AA chez les patients de plus de 70 ans. Donc l'objectif de notre étude, c'était de décrire les étiologies de l'amylose AA, décrire les atteintes d'organes et leur sévérité, et surtout de connaître le pronostic en fait, des personnes âgées. On voulait savoir si ces patients qui avaient une amylose AA, on pouvait continuer à leur faire leur activité normale, ou au contraire, est-ce que le pronostic était assez péjoratif. On a donc fait une étude descriptive unicentrique au sein du centre de référence des amyloses AA. On suit actuellement une file active de 110 amyloses AA, et tous nos patients qui ont été inclus devaient avoir plus de 70 ans au moment du diagnostic et avoir une confirmation histologique, donc avec une coloration au rouge Congo et une immunohistochimie qui était en faveur d'une amylose AA. Au total, donc, on a réussi à trouver 25 patients de plus de 70 ans, ce qui correspondait à 22,7% de notre file active. L'âge moyen au diagnostic était de 76 ans, avec notre doyen qui avait 95 ans et qui souffrait en fait d'une polyarthrite indéterminée. Une majorité de femmes, avec 68% de femmes, et une CRP médiane au moment du diagnostic qui était à 33 mg par litre. Le délai de diagnostic, alors le délai de diagnostic, on définit ça par le début de la maladie inflammatoire lorsqu'elle était connue, donc le délai de ce début de la maladie jusqu'au délai de diagnostic de l'amylose AA par la preuve histologique. Le délai de diagnostic dans notre cohorte, elle était de 9,3 ans, avec, vous voyez, des délais qui s'étendaient de 1 an à 74 ans. Donc 74 ans, c'était pour un de nos patients qui avait une famille méditerranéenne familiale. Concernant les atteintes d'organes, donc, comme j'ai vu quelques néphrologues dans la salle, je commence par le rein. La protéinurie médiane était à 3 grammes par 24 heures. On avait 14 patients qui présentaient un syndrome néphrotique au moment du diagnostic, et les atteintes histologiques étaient la plupart du temps glomérulaires. Nous avions juste un patient qui avait une atteinte vasculaire. Concernant l'atteinte fonctionnelle, la créatininémie moyenne au moment du diagnostic était de 156 micromoles par litre. C'est des données que nous avons eues sur 21 patients. Le Cockcroft moyen était de 32 millilitres par minute, et comme vous voyez ici,
les insuffisances rénales sévères étaient assez majoritaires, puisque nous avions 10 patients au moment du diagnostic qui avaient une insuffisance rénale sévère, donc un peu moins d'un patient sur 2. 7 patients étaient déjà dialysés, ce qui correspondait à peu près un tiers de la cohorte. Les autres atteintes d'organes, c'est vraiment un peu plus anecdotique. On avait 2 patients qui ont eu une ponction biopsie hépatique devant des signes d'insuffisance hépatique, hépatocellulaire, avec donc des PBH qui étaient positives. Et concernant l'atteinte digestive, certains patients, il y en a 3 qui ont eu une biopsie rectale. Elles étaient positives, parce que c'est souvent le cas dans les amyloses A, mais cliniquement, il n'y avait rien du tout. Ce pas des patients qui avaient de la diarrhée. Le diagnostic histologique, donc, comme la plupart de nos patients nous ont été adressés par nos confrères néphrologues d'Île-de-France et du reste de la France, d'ailleurs je tenais à les remercier, le diagnostic s'est principalement fait sur des biopsies rénales, 17 biopsies rénales qui étaient positives, donc comme je vous disais, 16 biopsies qui montraient une atteinte glomérulaire et une atteinte vasculaire, les BGSA 8 positives, les atteintes digestives 3 et 2 biopsies hépatiques qui avaient été réalisées devant des signes d'insuffisance hépatocellulaire, ce qui faisait au total 30 prélèvements qui étaient positifs. Concernant l'étiologie de l'amylose A sur notre cohorte, vous voyez donc sur ce graphique que l'étiologie principale, c'est indéterminé. On sait également, nous en tout cas sur notre cohorte, que l'obésité est vraiment un facteur de susceptibilité à faire de l'amylose A. Donc nous avions sur ces 8 patients, 3 patients qui étaient obèses avec un BMI médian qui était à 32,6 kg par mètre carré. En deuxième position venait le rhumatisme inflammatoire. Alors historiquement, c'était une des formes, il y a quelques années, c'était une des étiologies les plus importantes. Dans notre cohorte, c'est la deuxième cause la plus importante avec 3 polyarthrites rhumatoïdes et 3 spondylarthrites ankylosantes. Venait ensuite les dilatations des bronches, dont on a discuté ce matin, les fièvres méditerranéennes familiales avec 2 patients qui étaient homozygotes, un Schnitzler, une paniculite chronique, un psoriasis, une ostéite et un syndrome myélodysplasique. L'évolution. Donc au total, nous avons eu 25 patients et nous avons pu les suivre, enfin voir les résultats à 1 an. Nous avons donc pu suivre à 1 an 14 patients, d'autres sont en cours. Et on s'aperçoit que sur l'évolution principalement rénale, nous avons 3 patients qui avaient une créatinine qui était stable à 1 an, 3 patients qui ont dégradé leur fonction rénale. Alors, je vois venir les questions, c'est à peu près de l'ordre de 20 ml par minute sur 1 an, la fonction rénale qui s'est dégradée. On a eu 3 décès. Alors, ces 3 décès, c'était 100% de patients qui étaient dialysés au moment du diagnostic. Et 1 an après, nous avions toujours 5 dialysés, donc 4 qui étaient déjà dialysés au moment du diagnostic et un nouveau qui a été dialysé au cours de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est des chiffres qui sont intéressants à analyser. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que déjà au niveau du délai diagnostique de l'amylose A, par rapport aux cohortes qui ont déjà été publiées, donc par exemple celle de Lachman qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2007 et qui prenait en compte des patients de tout âge. On voit que l'âge médian sur cette cohorte de 374 patients était de 50 ans, alors que dans la nôtre, elle était à 76 ans. On voit que le délai diagnostique, donc je vous rappelle que les diagnostics, c'est le début de la maladie inflammatoire connue, jusqu'au moment du diagnostic de l'amylose A, dans cette étude, elle était de 17 ans. Dans la nôtre, elle est à 9,3 ans. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'amylose apparaît peut-être plus vite chez les patients âgés. Cette donnée, elle a été retrouvée également dans la littérature, on en parlait également ce matin, de Okuda, qui s'est intéressé aux amyloses AA chez les patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde. Et comme vous le voyez, chez les patients de plus de 70 ans, quel que soit le variant SAA, les patients de plus de 70 ans avaient un délai de diagnostic qui était plus court que les populations plus jeunes, avec dans cette étude un délai qui était entre 5 et 10 ans, alors que pour les patients plus jeunes, on était sur des délais vraiment beaucoup plus longs et beaucoup plus significatifs. Concernant l'atteinte rénale, plusieurs cohortes ont été comparées. Donc sur la colonne de droite, c'est notre étude, Amylobe. On a à peu près les mêmes données. Voilà. Quel que soit l'âge, on sait que les patients, au moment du diagnostic, ont une atteinte rénale qui est sévère, qu'on soit vieux, qu'on soit un peu plus jeune. On avait à peu près les mêmes chiffres de créatinine, avec Lachman en 2007 qui avait 157, nous on est à 176, et Bunker était à 177 micromoles par litre. La protéinurie, elle était à 3,9 pour Lachman, 4,4 pour Bunker, et chez la nôtre, elle était à 3,02, donc un tout petit peu plus faible.
Et la CRP, toutes les CRP étaient vraiment comparables. Les étiologies, là c'est super intéressant parce qu'on voit au cours des années une évolution des étiologies avec une tendance qui se confirme. L'étude de Lane, donc toujours l'étude britannique du centre de référence, montrait que sur leur cohorte, au cours des 25 dernières années, il y avait de moins en moins d'étiologies secondaires à des rhumatismes inflammatoires en cause l'arrivée des biothérapies, une meilleure prise en charge des états inflammatoires liés au rhumatisme. Par contre, comme vous voyez ici, les causes indéterminées, dans les années 90-97, elles étaient faibles. 98-2006, c'était un peu plus important. Et là, depuis les années 2010, on voit vraiment un bond de ces étiologies indéterminées. Donc c'est quelque chose qu'on constate également dans notre cohorte et dans d'autres cohortes d'amylose AA, et quel que soit l'âge. Vous voyez que les causes d'étiologie, enfin les étiologies indéterminées qu'on a représentées ici, sur des cohortes qui datent d'il y a plus de 40 ans, il y avait 0 étiologie indéterminée, et plus on avance dans le temps, et plus les étiologies indéterminées sont représentées. Donc, pour conclure, les amyloses AA, c'est une maladie rare, mais qui est grave, notamment sur le plan rénal. Le diagnostic se fait de plus en plus tardivement, d'où l'intérêt d'étudier les patients âgés. Les données épidémiologiques, malheureusement, sont toujours manquantes en France, et notamment chez la personne âgée, et on s'aperçoit que, quel que soit l'âge, l'amylose AA idiopathique tend à devenir de plus en plus importante. En tout cas, nous, ce qu'on a mis en évidence, c'est que chez les personnes âgées, l'apparition, elle semble plus rapide de l'amylose, avec 9,3 ans versus 17 ans pour les cohortes de tout âge. L'atteinte rénale, elle est sévère, quel que soit l'âge. Quid de l'obésité? C'est une question, nous, qu'on se pose au centre de référence. On sait que c'est un facteur de susceptibilité. Voilà. Est-ce que c'est le cas également chez nos personnes âgées? On a vu que sur 8 patients qui avaient une amylose AA d'étiologie indéterminée, 3 étaient obèses. Et quelle est la place ensuite dans les étiologies indéterminées pour la colchicine ou les biothérapies pour essayer de faire diminuer les marqueurs inflammatoires et donc les dépôts amyloïdes? Alors voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a des néphrologues, parce que j'en profite, je fais un petit peu de pub. Actuellement, au centre de référence des amyloses AA, on est en train de mettre en place un projet d'ICRF national sur les amyloses AA. Donc, comme interniste et néphrologue, vous êtes les principaux diagnosticiens des amyloses AA. Tous ces patients, ils nous intéressent pour pouvoir justement pallier à ce manque de données. Et c'est pour ça qu'on a déjà on a le soutien de la filière FAI2R, et on est en train de mettre en place cette base de données donc, qui est nationale, pluridisciplinaire, donc vraiment ouvert à tout le monde, pour décrire l'épidémiologie des amyloses AA et leur suivi. Actuellement, la base de données n'est pas encore fonctionnelle, ça devrait arriver. Et en attendant, si ça vous intéresse, si vous avez des patients à inclure, vous pouvez m'envoyer un mail à joris.galan@aphp.fr. Et surtout, moi, je me ferai un plaisir de vous décrire un peu l'évolution de ce projet qui devrait être mis en place en 2018. Pour finir, je tenais à remercier le groupe de travail d'amylose AA de l'hôpital Thonon, notamment le professeur Beaufat et Dr Buob, donc notre néphrologue et notre anapathe. Merci au professeur Gratteau et au docteur Sophie Jean-Lavial qui m'ont permis de pouvoir faire ce travail passionnant. Et un grand merci à tous les néphrologues qui nous ont adressé des patients, à tous les internistes également qui nous ont adressé des patients et qui ont été nos principaux collaborateurs pour cette cohorte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non. Là, des patients comme ça, jusqu'où vous iriez dans le bilan du syndrome inflammatoire? Parce que finalement, ça peut avoir un impact important pour les traiter si on trouve une... Parce que jusqu'où on va pour dire idiopathique? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose en gériatrie, c'est en fonction déjà de l'âge physiologique, mais la plupart de nos patients ont eu si le pronostic était bon, on peut aller jusqu'au PET scan, si on suspecte une hémopathie, on peut aller jusqu'au myélogramme, on peut aller vraiment jusqu'au bout. Après, pour les causes un peu moins évidentes dans les étiologies indéterminées, on fait la génétique, et on les voit en consultation, et en fonction de la clinique, on oriente nos examens, mais si le pronostic est bon, on va jusqu'au bout. D'accord.
Oui, une question? Oui, une question. Est-ce que vous avez réfléchi, comment est-ce que vous interprétez le délai 2 fois plus court d'apparition de l'amylose AH chez sujet âgé? Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est pas très clair. La physiopathie est pas bien connue, mais on peut imaginer qu'avec la vieillesse, il y a une fragilité capillaire, il y a un vieillissement de l'endothélium, et du coup, ça pourrait favoriser justement cet endothélium qui est moins fonctionnel, favoriserait les dépôts amyloïdes. C'est une des hypothèses qui est mise en avant dans la littérature. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été complètement vérifié. Il n'y a pas de place, par exemple, pour des défauts de métabolisme ou de catabolisme de protéines, éventuellement? Après, peut-être dans l'obésité, je n'ai pas la réponse à cette question, mais justement, les études actuellement sur l'obésité tendent à justement connaître les mécanismes physiopathes pour savoir pourquoi est-ce qu'une personne obèse a toujours une CRP à plus de 10, pourquoi est-ce qu'ils ont toujours un état inflammatoire, donc ouais, ça peut être lié à justement des problèmes de métabolisme chez ces personnes. D'autres questions? Non, je voulais juste compléter la réponse de Joris pour Olivier. Tous les patients qu'il a présentés avaient eu bien sûr une recherche pour éliminer une amylose AL avec la recherche des chaînes légères. Et en termes de génétique, on n'est pas très large, hein. On fait uniquement l'exon 10 de MEV en Sanger chez les patients d'origine du bassin méditerranéen. Et ensuite, tous les autres, on les discute en RCP et on réfléchit si c'est justifié ou pas d'aller plus loin dans l'enquête génétique. Donc on ne fait pas de NGS systématique en 2018 à tous ces patients, pour l'instant. Très bien. Merci pour ce complément de réponse. Bien, merci beaucoup.